juste un frère et une sœur qui jasent de finances en buvant du café. L'or prend énormément de valeur en ce moment. Elle est en hausse de plus de 40% depuis le début de l'année. OK. C'est beaucoup. Là, elle est rendue qu'elle se transige. Aujourd'hui, elle a touché à 3800 $ US. L'once d'or, c'est pas gros, là. Ça, qu'est-ce qui explique ça? C'est-tu parce que, justement, tu sais, je veux dire, on commence à avoir vu le bout de trouver de l'or sur la planète? Bien, notamment. Mais donc, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que dans l'histoire, habituellement, l'or est ce qu'on appelle une valeur refuge. Donc, l'or a tendance à ne pas monter dans son prix, voire même décliner en termes de prix de l'once, quand on a bien confiance au dollar puis aux devises traditionnelles. Mm-hmm. Mais quand on commence à s'en inquiéter, le prix de l'or s'envole. OK. Je t'invite à le voir de la façon suivante. Je t'invite à le renverser puis réaliser que, dans le fond, c'est peut-être pas l'or qui prend de la valeur. Ce sont les dollars qui en perdent. Mm-hmm. C'est-à-dire, l'or, ça peut être vu comme étant une valeur refuge qui est neutre. Elle ne bouge pas dans le temps, mais ça prend de plus en plus de dollars pour être capable d'acheter une once parce que ces dollars-là prennent de la valeur. Et ça, c'est une réelle réflexion de l'inflation là, qu'on a dans notre économie. Prennent de la valeur ou perdent de la valeur? Perdent de la valeur, okay. Oui, absolument. OK. Puis l'or, ça appartient à aucune nation aussi? Bien, alors, de l'or... D'une part, il y a quelque chose d'intéressant. Warren Buffett aime bien utiliser l'image qu'il y a une chose qui est fascinante avec l'or, c'est qu'on va la chercher dans la terre, on la traite, on la met en lingots pour mieux la remettre dans de la terre. Parce qu'il y a des voûtes sur la planète. Là. Il y a des réserves. Aux États-Unis, par exemple, c'est Fort Knox. Mais il y a beaucoup d'endroits qui sont... Tu sais, les plus grands détenteurs d'or présentement, là, et ceux qui en achètent énormément, là, ce sont les banques centrales. Okay. La Banque du Canada, la Federal Reserve, la Banque de l'Union européenne, etc., en achètent beaucoup. Pourquoi? Mm-hmm. Parce qu'ils sont conscients que les dollars qu'ils impriment et qu'ils fabriquent perdent de la valeur avec le temps. Et donc, elles-mêmes, les banques centrales, se réfugient dans de l'or. Okay. Et donc, l'or se trouve où? Et tu dis, elle appartient à qui? Donc, parfois, elle appartient au pays encore quand elle n'a pas été attribuée à quiconque, mais il y a beaucoup de réserves d'or qui appartiennent à des compagnies privées. Donc, il y a des producteurs d'or qui en sont propriétaires. Mais ensuite, quand ils la sortent de la terre, la font fondre, la mettent en lingots et la vendent, à ce moment-là, bien, il y a des gens qui l'achètent. Mm-hmm. Donc, j'ai dit, les plus gros acheteurs d'or, ce sont les banques centrales, mais il y a également toutes sortes de fonds d'investissement, il y a des individus qui en achètent. Mais qu'est-ce qui fait que le dollar, puis là, tu as l'air à le mettre de façon assez générale, là. On ne parle pas du Canadien, on parle pas... Pourquoi que le dollar perd de la valeur en ce moment? Alors, on revient à ce qu'on a dit en début d'épisode. Pourquoi? Parce qu'on en fabrique beaucoup trop, artificiellement. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, c'est toujours la solution facile. Mm-hmm. Rappelons-nous, dans un épisode précédent où on a parlé de la scène pathétique de la chaise musicale, la solution facile est toujours de donner de l'argent, mais qui repose sur rien. Mm-hmm. Qu'est-ce qui arrive quand tout le monde a de l'argent? Prenons encore le fameux exemple que j'aime bien prendre, on va dire des maisons. Ouais. Bon, fait que si tout le monde a plus d'argent, tout le monde est capable de bider sur la maison, puis le prix monte plus haut, le chiffre est plus gros, ça a l'air impressionnant, mais personne n'est plus riche. En bout de ligne, il y a une transaction qui s'est faite, puis tu as obtenu une maison. Puis c'est la même. Elle a les 4 murs, elle a la même charpente, c'est la même chose. On n'a pas créé de la richesse. On n'est pas dans de l'économie fondamentale.
on est dans donner des nananes parce que c'est facile. On adore la facilité. C'est ça, c'est comme pas à côté sur quelque chose. Exactement. OK, je comprends. Et quand on fait ça, forcément qu'on détruit la valeur de nos dollars, c'est-à-dire les chiffres ont l'air impressionnants, on a l'air de détenir plus d'argent dans notre compte de banque, on a l'air d'avoir obtenu une augmentation de salaire, tu as obtenu 0. Si ce que tu as obtenu comme augmentation de salaire, c'est 2 à 3 % mais que l'inflation augmente de 2 à 3 % tu n'es pas du tout plus riche que l'année passée. Tu es au même point. Ça, c'est la majorité du monde. Mais tu sais quoi qui est le plus sournois, ma sœur? Dis-moi-les. C'est qu'on te donne une augmentation de salaire de 2-3 % mais que l'inflation réelle est à 5-6. Comment ça? Alors, bien des fois, on commence à changer un petit peu les définitions de ce qu'est de l'inflation. OK. Puis on dit que, ah oui, mais ça, on ne le comptera pas. Fait qu'admettons, c'est trop volatile, les prix des aliments, ça, on va exclure ça. OK, mais tout le monde va à l'épicerie. Si ton panier d'épicerie a augmenté de 25-30 % c'est commode de dire, mais ça, on ne les comptera pas parce que c'est pas stable. Mais attends, ça nous affecte dans notre vie, ça. OK. Fait que si l'inflation officielle est 2 à 3 % mais que l'inflation réelle est à 5-6 et que tu te fais donner une augmentation de salaire de 2-3, je m'excuse, mais tu t'appauvris. Wow. Exactement. OK, mais là, attends, là, c'est quoi qui... Pourquoi qu'on n'a pas le vrai chiffre de l'inflation? Puis qui décide que, OK, ça, les biens... c'est trop volatile, les biens d'épicerie, on met ça de côté. Je veux dire, c'est comme manipuler les chiffres un peu, finalement. Fait que c'est deux questions distinctes. Oui, OK. Fait que qui décide ça? Ah, ben là, il y a un mélange des économistes gouvernementaux puis ceux de la Banque centrale parce qu'ils sont pognés avec un méchant problème. Hein? Le problème, c'est que de commencer à dire la vérité sur l'inflation, les gens n'aiment pas ça. Fait que je vais utiliser l'image. As-tu déjà entendu l'image de la grenouille qu'on met dans de l'eau chaude? Oui. Ouais. C'est une image qu'on utilise à l'occasion. Il y en a qui ont dit que ça ne marcherait pas avec une vraie grenouille. Là. Peu importe. L'image est instructive. Oui. L'idée, c'est que si tu mets une grenouille dans de l'eau, et que si tu montais la température de l'eau trop rapidement, elle recevrait le choc de chaleur et elle bondirait à l'extérieur. Ou elle mourrait. Oui. Vaut mieux pour la faire cuire à petit feu de littéralement juste augmenter la température un petit peu. Petit peu par petit peu. On s'habitue. Alors, nos banques centrales ont comme politique, comme cible, c'est décidé comme ça, là, elles ont comme cible de créer 2 % d'inflation par année. Okay. Donc, elles nous disent d'avance, nous, là, c'est notre objectif de créer de l'inflation. Ça, là-dessus, il n'y a pas de cachette, hein? C'est dit. Puis pourquoi 2 %? C'est que nous sommes de très bonnes grenouilles quand nous sommes à 2 %. Tout le monde est content. Il y a un effet stimulant à mettre toujours un petit peu plus de dollars dans l'économie, effectivement. Puis donc, on estime que 2 % ça va. Puis en général, tout le monde s'y tient. Là, tu vas obtenir une augmentation de plus ou moins. Ça se pourrait-tu une année sans inflation? À 0? Dans l'histoire, c'est arrivé. Mais depuis, en tout cas certainement depuis que toi et moi, on est nés, c'est jamais arrivé. Okay. Mais je te le dis, c'est la politique de la Banque centrale carrément. De créer 2 % d'inflation. Mais toi, quand tu y penses, c'est une bonne chose? Qu'on en veut de l'inflation? Alors, si on était toujours capable de s'y tenir à 2 % pour vrai, là, ça irait. Mais dans les faits, on Mais triche. Ça irait ou est-ce que c'est même positif? C'est ça que je veux savoir. Ça peut avoir un effet stimulant, effectivement, parce que d'avoir davantage de crédit dans l'économie, surtout pour une certaine période de temps, ça peut avoir un effet positif. Ça finit par avoir un effet pervers si on s'y tient trop longtemps. OK. Oui. Donc, oui. en 2022, là, oui.
c'est récent. Très. Là, on est monté avec de l'inflation à 7-8 % officielle. Là, tout le monde a regimbé. Là, Donc là, c'était le grand sujet du jour en 2022. Mais, by the way, quelle surprise! On avait donné énormément d'argent à tout le monde en 2020 puis en 2021, puis on disait « Travaillez pas, produisez rien, restez chez vous, puis inquiétez-vous pas, vous allez avoir plein d'argent. » Et on se surprend qu'en 2022, il y a de l'inflation. Mais non, mais c'est une joke. Alors, on est monté à 7-8 %. Mais là, ça, c'était-tu le vrai chiffre? Oui. Puis pourquoi cette fois-là, on l'a dit? Le vrai chiffre? Ben là, en tout cas... Parce que ça s'expliquait mieux? Et puis qu'à un moment donné, quand c'est trop À cause de gros, la c'est COVID? plus Ouais, difficile. ça se cache plus. Exactement. OK. C'est ça. Donc là, on a dû resserrer la vis, puis OK. donc on a monté les taux d'intérêt de la Ouais. Banque du Canada pour être capable de rebaisser l'inflation. OK. Et puis, mais là, c'est ça. Ça demeure un problème. Et puis, j'ai hâte de voir où on s'en va parce que la Banque du Canada, comme la plupart des banques centrales, est pris avec un double problème qui est notre économie roule au ralenti. Donc, en principe, pour stimuler l'économie, Ouais. on voudrait ajouter des dollars. Oui. Mais quand on rajoute des dollars, on crée de l'inflation. Et donc, à l'occasion, là, on obtient le pire des scénarios économiques, celui qu'on a vécu dans les années 70, qui est ce qu'on appelle de la stagflation. OK. C'est-à-dire qu'on a de la stagnation économique, donc il n'y a pas de croissance et on a de l'inflation. Aïe, aïe, aïe. Normalement, ces deux choses-là doivent s'en aller en sens contraire. OK. Te rappelles-tu de Keynes? Oui. L'économie va mal, on stimule. Hein? Donc, on rajoute de l'argent, mais c'est pas grave parce que là, on veut la avoir des restimuler. Fait que normalement, de la stagnation puis de l'inflation, c'est pas supposé d'aller ensemble. Parce que si on a de l'inflation, c'est qu'il y a plus de dollars, on est supposé d'avoir de la croissance. Mais qu'est-ce qui arrive quand on l'a pas? C'est ça. On est dans une situation de stagflation. Fait qu'en ce moment, on est là. On est là et OK. on est en fin de régime et on... Mais qu'est-ce qui fait que tu dis que c'est une fin de régime? Dans le sens que l'histoire n'est pas écrite encore. Là. Ouais. Pourquoi que tu peux déclarer ça? Parce qu'il y a beaucoup trop de dettes OK. dans le système et que c'est évident que tout le monde à qui l'argent est dû ne pourra pas être repayé. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ouais. Comment est-ce qu'on résorbe des problèmes de quand il y a trop de dettes? Ben, tu as deux grands scénarios. Fait que tu as celui qui est de faire défaut. Fait qu'il y a un jour où tu dis aux gens, vous ne serez pas remboursés, les amis. C'est dommage, mais vous avez prêté, mais vous ne serez pas remboursés. Et là, Puis il y a l'autre façon qui est, on crée beaucoup d'inflation, donc on réduit la valeur réelle des dollars alors que notre dette, son prix est fixe. OK. Donc, si tu dois 100 000 à quelqu'un, Oui. mais qu'avec le temps, 100 000, c'est rendu que ça vaut bien moins, bien, c'est l'équivalent de comme si tu lui rembourses moins. OK. Son pouvoir d'achat, il a diminué. Oui. Ouais. Ça, je Fait que comprends. là, on est en fin de régime, nous explique Ray Dalio, parce qu'il y a simplement beaucoup trop de dettes à l'échelle mondiale. On dirait que c'est pas rassurant. Ça ne l'est pas. Puis, je veux même pas m'embarquer dans d'autres types d'implications historiques de fin de régime. C'est pas joli, puis j'ai pas le goût d'en parler sur notre podcast. Je pense que... Mais donc aussi, toi, tu as le sentiment, ben je sais que tu le sais, là, que on n'a pas les vrais chiffres de l'inflation parce que les gens, ils veulent pas l'entendre? Oui, tout à fait. OK. Tout à fait. Fait que là, paradoxalement, je connais moins les chiffres canadiens qu'américains OK. parce que aux États-Unis, tu as 10 fois plus de monde, puis donc tu as minimum 10 fois plus de commentateurs. Hein? Fait que j'ai souvent tendance à entendre des gens comme Rick Rule, par exemple, qui est un investisseur américain, qui investit beaucoup dans de l'or, notamment, là, qui le voit comme une valeur refuge, puis qui, lui, dans des podcasts, des fois, l'explique bien, là, que
la définition qu'on utilisait de l'inflation dans les années 70 et 80, Ouais. si on l'appliquait encore aujourd'hui, on verrait que le vrai taux serait à 6 ou 7 et non pas 2 ou 3. Alors, donc, on a vraiment changé les définitions. Fait que j'ai personne, puis c'est pas une question que j'ai fouillé suffisamment pour dire qu'on a exactement la même chose au Canada, mais en général, on est dans des dynamiques semblables, quoique je pense qu'on a un peu moins abusé de nos politiques monétaires. Puis évidemment, parce que le dollar US est la devise d'échanges commerciaux international, quand leur dollar perd de la valeur et va mal, ça a beaucoup plus d'impact à l'échelle internationale. Ça, tu le comprends bien. Si le dollar canadien va mal, ça affecte les Canadiens. Si le dollar australien va mal, ça affecte les Australiens. Si l'euro va mal, ça commence déjà à avoir plus d'impact au-delà de l'Europe. Le dollar américain, il affecte la planète au complet. Ouais. OK. Oups, mon Dieu. Tu voulais-tu revenir sur l'art? Ou tu avais... parce que je sais que tu es... en ce moment, tu es vraiment là-dedans, puis tu regardes ça aller beaucoup, puis Oui. tu te dis que tu comprends pas que les gens en possèdent pas plus, ou... Oui, ouais. oui, effectivement. Donc, Je vais te mettre sur, alors, tu sais que je dois toujours être prudent. Je ne suis pas conseiller financier, donc je ne suis pas là pour donner des conseils, mais je vais dire sur une base d'éducation que c'est peut-être une bonne idée de regarder, de diversifier ses avoirs. Tu sais, premièrement, là, ultimement, la meilleure façon de se prémunir contre l'inflation, c'est de détenir des actifs qui sont productifs. Donc, d'avoir minimalement de l'immobilier ou de la bourse. Donc, d'être détenteur de des actifs qui sont capables de prendre de la valeur au moins autant que l'inflation, sinon plus, d'une part. Puis, deuxièmement, c'est une bonne idée de regarder du côté des valeurs refuges. Puis ce que je dis, là, c'est qu'en ce moment, il semble y avoir beaucoup de gens qui accordent de l'importance à l'or. Fait que c'est pas un conseil financier, mais c'est peut-être pas une mauvaise idée de regarder là tout et chacun puis également. concrètement, quand on veut... On veut en acquérir. acquérir de l'or, c'est donc d'aller investir en bourse dans des compagnies minières. Alors, il y a différentes façons. OK. Fait qu'il y a celle que tu viens de dire, qui est une des façons. Donc, c'est d'investir. Oui, Discovery Silver, dont on a déjà parlé, puis qui a monté pas mal depuis que j'en ai parlé. Nice. Et puis, donc, des producteurs d'or, certainement. Mais à l'autre bout du spectre, il y a de carrément investir dans l'or, d'avoir des lingots. Il y a des gens qui en prennent livraison, là, puis qui les entreposent, là. Mais on n'a pas besoin de faire ça. Non, c'est ça. Aujourd'hui, là, il se vend des fonds qui sont transigés en bourse, là, qui, eux, t'achètent des parcelles d'or, puis tu peux investir là-dedans. C'est fou, ma sœur, aujourd'hui, tous les types de produits financiers qui existent, là. Quand on se renseigne, là, on est pas mal capable d'acheter à peu près n'importe quoi, là. Puis moi, ce que je trouve spécial avec ça, c'est que ça se régénère pas, tu sais. L'or? Oui. Effectivement. Tu sais, justement, là, tu n'as pas le phénomène des gouvernements qui... non, on ne peut pas tricher. C'est ça, tu peux Non. pas en créer puis en inventer. Fait que, Non. Mais ça va même avoir un bout, c'est ça que je veux dire. Absolument. L'or est rare et elle a certainement... d'années qu'elle est extraite, ça doit bien avoir un bout, cette patente-là? Oui, absolument. Et là-dessus, les géologues s'entendent pas, là, nécessairement sur... il en reste combien des réserves d'or sur la Terre, mais... C'est certain qu'il en reste de moins en moins. Puis comme j'avais déjà mentionné dans un épisode précédent, on est rendu qu'on doit aller les chercher de plus en plus creux. Et ça coûte plus cher. Mais ça coûte plus cher, mais ça se justifie toujours quand le prix est bon. Ouais. Tu comprends? Oui, tu as envie de démettre ces dépenses-là. Prenons des cas concrets, là. Présentement, je t'ai dit aujourd'hui, une once d'or se transigeait à 3800 $ US l'once. Et donc, si ton coût total d'exploitation pour une compagnie, c'est quelque chose comme même, admettons, 1800 là, US,
qui est un prix assez élevé. Là. Souvent, des bons producteurs d'or sont plus autour de 1400, 1500. Des compagnies comme Barrick Gold, Agnico Eagle, etc. Mais même pour les fins de calcul, si on les met à 1800, tu fais 2000 $ de profit pur par once que tu vas chercher dans le sol. Attends, ton 1800, il vient d'où? Ton coût total d'exploitation. OK. Payer ton monde, payer ta Wow. machinerie, tout ce que ça te coûte, ton coût d'intérêt sur tes emprunts. Mon Dieu, fait que sur une once, tu fais 2000 piastres de profit. Exactement. Fait que tu comprends que si l'once d'or se vend 2000, il y a beaucoup de mines qu'on ferme. Si jamais ton coût est à 1800, tu dis, je ne ferai pas ça pour aller chercher 200 piastres. Là. C'est pas vrai. Non. Fait qu'à ce moment-là, des fois, il y a des... Alors, les mines sont souvent très cycliques parce que les prix des métaux sont très cycliques. OK. Et donc, les marges de profit sur les métaux sont parfois très minces et parfois très grandes. Et donc, il y a toujours des booms et des busts quand on est dans le domaine minier. OK. Parce que quand les marges de profit sont très minces, les actionnaires, qui sont les propriétaires, estiment que ça ne vaut pas la peine. On risque beaucoup trop de coûts pour le petit peu de profit qu'on s'en va chercher, donc on ferme. Mais par contre, quand les prix s'envolent, c'est le contraire. On veut aller en chercher n'importe où. Donc là, on est prêt à construire des nouvelles usines, on est prêt à embaucher des nouvelles personnes, puis on est prêt à aller en creuser partout. Mais ces choses-là prennent du temps. Fait que là, après ça, des fois, les cycles sont tricky. Le temps que ça te prend de tout t'installer puis obtenir les permis puis que tu es prêt, ça a pris 5 ans. Ouais. Puis là, les prix ont commencé à rebaisser. Ben oui, c'est Puis là, ça. tu dis, Colin, mais là, on a engrangé nos dépenses. Fait qu'il faut toujours que tu sois prudent, mais les bons gestionnaires de mines sont capables de faire ça, là. Puis, qu'est-ce qui fait que l'or, parmi tous les métaux qui existent, a cet engouement-là ou cette valeur-là par rapport à un autre... C'est un double facteur, je dirais, qui est celui de la rareté, Ouais, c'est ça. puis est celui que les humains ont toujours C'est été ça, fascinés ça part par de- l'art. oui, OK. Absolument. Donc, il y a un aspect psychologique à l'art. D'abord, comprenons une chose, l'art a essentiellement 2 marchés. Il y a celui des bijoux. Fait qu'il ne faut pas l'oublier. C'est à peu près 1/4 à 1/3 de tout l'art qui se vend dans le monde Qui qui sont aboutit des en bijoux. bijoux. OK. Et en passant, la majorité des bijoux sont dans 2 pays dans le monde, l'Inde et la Chine. OK. Les Indiens et les Chinois sont absolument friands de parer leurs dames OK. de colliers d'or et de toutes sortes. Les mariages dans ces pays-là, me dit-on, je ne suis pas un expert de ces cultures-là, Et ils sont nombreux quand même dans ces deux très, pays-là. très nombreux, voilà. Donc, il y a une demande à ce niveau-là, au niveau de les OK. utiliser. OK. Mais pour le reste, là, le 2/3, voire le 3/4, c'est vraiment comme une valeur refuge. C'est littéralement de juste la sortir du sol, la transformer en un objet, que ce soit une pièce ou que ce soit un lingot. Puis après ça, on les entrepose en sécurité en quelque part, OK. en sachant que if all hell breaks loose, j'ai mon or. OK. Ouais, Ouais, je comprends. ouais. Écoute, moi, je retiens comme 2 affaires ce soir. Ouais, vas-y. Mais c'est que, tu sais, si le taux d'inflation est plus élevé que qu'est-ce qu'on pense, Ouais. genre, ce que tu as dit tantôt, tu sais, les compagnies sont bien chanceuses d'une certaine façon. Là. Ils donnent tout le temps un petit 2-3 % d'augmentation pour suivre le coût de la vie. Mais comme tu dis, c'est qu'en bout de ligne, premièrement, c'est pas une augmentation, là. On vient de s'appauvrir. Tout à fait. C'est hyper déprimant. Le pouvoir d'achat de la classe moyenne en Occident a diminué depuis 40 ans. Il n'y a aucun Aïe, doute. aïe, aïe. OK. Oui. Puis l'autre affaire, ben, c'est le bout de la fin du cycle. La fin que du c'est régime. comme, mais on s'en va où? Tu Ouais. sais, ça aussi, là, je trouve ça... Très bonne question. Puis où est-ce qu'on s'en va exactement? On ne le sait pas. Non. Mais donc, prudence, je dirais, dans un tel contexte. Je t'ai récemment envoyé une photo d'un autre livre que j'ai ici dans ma bibliothèque qui s'appelle Only the Paranoid Survive. Donc, seulement que les seuls qui survivent sont les paranoïaques. Ouais, et je le suis volontairement. T'as trouvé ça bizarre parce que tu me vois comme quelqu'un de calme, mais je suis calme parce que je suis parano. Ça semble paradoxal, mais c'est parce que je prévois différents scénarios. Une catastrophe un Oui, peu, puis là. dans les prochaines années, là, on s'en va vers une période trouble, à mon avis.
dans le meilleur des scénarios, je vais dire incertaine. OK. Puis donc, il faut agir en conséquence. OK. Oui. Alors, définitivement. La finance, c'est simple, mais c'est pas facile. Non, vraiment pas. Merci. Merci.